Merci à tous d'être arrivés, et je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent, vous allez voir, ça va être super. Le premier constat que j'ai fait, c'est que dans les approches de la médiation habituellement, que j'ai appelée traditionnelle, il y a une conception de mise sous tutelle du médiateur. C'est-à-dire ce médiateur, c'est quelqu'un qui habituellement porte le message d'une autorité. Et il intervient parce qu'une autorité a décidé qu'il fallait un tiers pour faciliter l'acceptation de l'une des parties. C'est-à-dire qu'un médiateur au sens traditionnel, c'est quelqu'un qui va faire passer un message pour que l'une des parties cède, accepte. Hein, vous savez ce que c'est que ici la médiation qui vient de l'Hexagone. On voit bien que ces médiations-là ne fonctionnent pas, à moins que la partie qui est en position de contestation fasse le constat de sa faiblesse, de son manque de moyens de poursuivre la contestation. Donc ça a été une de mes premières observations sur la médiation traditionnelle. Je me suis dit que c'était pas un instrument qui permettait aux gens de décider par eux-mêmes. Or, il y a quelque chose qui m'a toujours été important, c'est la relation à la liberté. Et la relation à la liberté me renvoie tout le temps à la question du sens de mon existence. Pourquoi est-ce que je vis? J'ai pas choisi, plus que quiconque ici, de naître et de vivre. Au nom de quoi, certains vont me dire comment je dois vivre, à moitié libre ou à moitié enferré. Au nom de quoi, quelqu'un va m'imposer le sens de mon existence. Et de la sienne aussi. Au nom de quoi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas discuter de cela? Eh bien, je vois bien qu'il manque dans l'enseignement, les enseignements initiaux, dans les formations de base, il manque quelque chose d'important, c'est d'apprendre la liberté, d'apprendre à être responsable. On nous dit, on nous inflige la responsabilité, on nous inflige la liberté, une conception de la liberté, une restriction de la liberté. On nous dit d'ailleurs qu'il faut qu'on concède des espaces de liberté, que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et moi je vous dis, j'ai toujours eu en tête un auteur qui m'a inscrit dans ma culture que ma liberté s'étend au travers de celle des autres. Ma liberté s'étend au travers de celle des autres. Si tu n'es pas libre, je ne suis pas libre. Donc, c'est pas la liberté, c'est pas une affaire de propriété. C'est complètement confusionnel. Les gens se font tromper en pensant liberté, propriété. Ça n'a rien à voir. Ma liberté, c'est quelque chose qui me permet de rencontrer quelqu'un et de pouvoir discuter avec cette personne librement. Et sans tabou, sans restriction, sans peur, sans crainte. Tu es libre, je suis libre, on peut en parler, on peut voir ce qui va faire qu'on va pouvoir faire un bout de chemin ensemble, à s'arrêter. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait quand même penser autrement l'approche relationnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent comment on doit être libre et comment on ne doit plus être libre. Et qui l'écrivent dans des livres qui s'appellent des codes, des codes du droit. Et qui disent c'est ça qui fait la loi. Alors c'est quand même assez étonnant. Surtout quand vous regardez d'où vient cette loi. Je regarde et je dis tiens, c'est Napoléon. Ah tiens, c'est qui Napoléon? On va regarder ça de plus près. Ben, c'est quand même un dictateur. Je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'il a pu faire comme crime. Et outre le fait quand même qu'il a grillé la Révolution française, hein, parce que il a fait une restauration complètement délirante en créant un empire.
Et accessoirement, le Code civil. Je dirais accessoirement, cet outil de restriction de la liberté. Alors on dit, mais attends, mais non, mais c'est le juge qui va être le garant des libertés, vu au travers du Code civil. Donc c'est tout un modèle de pensée. Et moi, je me suis dit, au travers de ces réflexions-là, qu'il était possible de penser autrement l'intervention d'un tiers. Et que ce tiers devait réfléchir d'une manière non pas soumise à tout ce qui est les injonctions du code, de la loi. Il fallait qu'il puisse réfléchir, aider les gens à réfléchir en dehors de ces approches-là, et de manière rationnelle, sans peur, sans crainte. Il fallait qu'il puisse être indépendant dans la pensée, qu'il puisse être impartial, mais cette indépendance que je viens de citer, il fallait qu'il puisse s'affranchir de tout ce qui est les restrictions culturelles, de tout ce qui fait les croyances, ce qui nous empêche de penser librement. Il fallait que le médiateur soit un vecteur de liberté et de rationalité. Je me suis aperçu que tout ce qui est enseigné dans la psychologie, dans la sociologie, est créateur d'approches normatives. Regardez tout ce qu'il peut y avoir comme statistiques où on dit voilà ce qui est normal et voilà ce qui n'est pas normal. Et on le dit comme si c'était la loi, comme si c'était la nature, comme si c'était la vérité. Alors on avait avant la morale. Je vous passe tous les effets religieux. La morale, on a eu la loi, et maintenant on a en plus la couche de psychosociologie qui nous dit comment on doit être normal. Alors je me dis, là quand même, il y a matière à réinterroger tout ça. Oui, je pense que nous sommes arrivés à un siècle où nous avons acquis de la culture, tous, et que cette culture n'est pas reconnue. Nous sommes traités comme des enfants. Et on est encore sous tutelle. Et il y a une médiation sous tutelle qui est mise en place. Alors, face à tout ce système de mise sous tutelle, de paternalisme ambiant, je me suis dit quand même qu'il y avait une matière à créer une nouvelle profession, la profession de médiateur.